C'est la peur d'un virus qui mute. Comme ça, ils peuvent changer de nom. Je pense que c'est ça, moi, c'est mon hypothèse. Ils ont pu changer, tout à coup, il y avait Omicron, au secours Omicron. C'est aussi, après, il y a un autre dérivé du Covid. Et puis, toujours, le Covid était là, rampant, et qu'il fallait avoir peur. Ça, c'était pour une justification vaccin. Mais en fait, c'est pas possible d'être justifié. Alors, en 2020, c'était vraiment une pandémie et une infodémie, d'essayer d'informer. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça? Eh bien, c'est par le test PCR. Parce que c'est une technologie, et c'est très important quand on réfléchit un peu, où est le médecin? Le médecin, même s'il faisait un diagnostic lui-même, il disait c'est une grippe, mais c'est pas ça. Eh bien, même s'il disait, on a obligé ce PCR sur toute la planète, en temps réel. On ne sait même pas d'où viennent les PCR, s'ils sont faits en Chine, s'ils sont faits, qui c'est qui valide. Normalement, dans les technologies, on doit valider chaque étape de la technologie, et même à la Commission européenne. Et donc, ça n'a jamais été validé. Et donc, au niveau international. Et on ne l'a jamais utilisé quand on enseignait le règlement sanitaire international. C'était beaucoup plus précis. Il y avait un comité d'experts de toutes les souches différentes de la typologie chimique, radionucléaire, des infections dans la nourriture, environnementale, et pas seulement aussi les parasites, aussi les bactéries. Et là, on a concentré, et on concentre toujours sur, si vous remarquez, sur l'infection. Tout le temps. On est toujours en train de parler d'une infection. Parce que c'est beaucoup plus facile, on ne le voit pas. Parce que quelque chose de chimique qui traverse une rivière et qui va affecter, on n'a jamais pris ce cas-là de la Chine à la Russie, vous voyez que les poissons meurent avec la chimie qui monte la rivière. On voit par exemple quand il y a eu des déversements de mercure dans les rivières ou d'autres agents, on voit. Mais on voit pas. Par exemple, les salmonelles dans le beurre de cacahuète, qui était un autre cas que j'ai pris, ça peut tuer, etc. Mais on le trouve, on le voit, on peut mieux le distinguer, tandis qu'un virus, non, puisqu'il mute tout le temps. Et donc, il y a des virologues très importants qui disent « ouais, c'est tout et n'importe quoi » et qui admettent que ce qu'on est en train d'étudier, c'est vraiment pas sérieux. Alors, trois documents pour prouver que c'est pas... que je cite toujours, et je l'ai cité sur la radio suisse contre le directeur du laboratoire, tout est disponible, c'était déjà en 2020, en octobre 2020. Et donc il y a Karim Ulis, l'inventeur, je pense qu'il y en a beaucoup qui savent, mais je fais un résumé comme ça, c'est plus cohérent. Karim Ulis, l'inventeur du PCR, qui a dit dans de nombreuses vidéos, de nombreux textes, que le PCR est un objet de laboratoire et quand vous savez ce que vous cherchez, parce qu'en laboratoire, on a un projet de recherche et dans les projets de recherche, on a des hypothèses, on définit ce qu'on cherche, contrairement à ce qui a été fait d'ailleurs pour le vaccin. Mais là, le PCR, on ne peut pas l'appliquer à ciel ouvert avec le monde entier. Avec des typologies d'êtres humains comme ça, avec plein d'influences, c'est pas possible. Un laboratoire, il est beaucoup plus strict et on peut contrôler les variables. Ensuite, le numéro 2, c'est la CDC, un document sur RT-PCR le 13 juillet 2020, et qui dit, dans 2 chapitres que vous pouvez aller voir, sur la quality control, contrôle qualité, et limitation, les limitations, qu'on ne peut pas utiliser le PCR si on ne calibre pas au niveau de la qualité les appareils à chaque fois avec des choses très faites et on doit à chaque fois le revalider, c'est tout un protocole. Et puis le deuxième que l'OMS d'ailleurs a décrit. Et la limitation, c'est qu'on ne peut pas avec un PCR identifier un virus ou un parasite ou quoi que ce soit. C'est dit noir sur blanc par la CDC. Et donc on ne peut pas gérer une pandémie avec le PCR. Et le troisième document, qui est très ironique, puisque c'est l'OMS qui l'a posté, et ils l'ont posté déjà en décembre 2020, et déjà avant, il faut fouiller, mais vous le trouvez, je l'ai mis dans mes rapports d'experts, vous voyez qu'ils disent qu'il faut absolument le cycle d'amplification qui soit noté dans le résultat du test. Il n'y a jamais personne qui a mis le résultat du test et les amplifications. Hein. Moi j'ai demandé, j'ai été faire de Suisse, de Suisse romande, parce que je faisais une étude sur la bioacoustique, si on pouvait avec la voix diagnostiquer le Covid. Non, ils m'ont dit non.
on ne mesure pas toutes les amplifications sur plus de 40, 45. Et donc même le professeur Raoult a été remarquable là-dessus. Il a tout de suite dit c'est de la soupe après 35. C'était de la soupe, oui, donc on ne peut rien mesurer. Donc 97% des résultats sont faux. Et ça, ici, 97 résultats faux, vous démontre tout. Ça, c'est ce que Rainer Fulich a essayé de faire en attaquant, en faisant un procès. Et comme il y a toujours des non-lieux parce que les juges n'osent pas juger, et ben voilà, on en arrive à prouver que Covid a tué, puisqu'il y a des obligations de mettre le label Covid quand on n'est pas sûr. Et là, au Québec, où je suis expert, j'ai d'ailleurs lu un paragraphe du Québec où un politicien dit, les autorités de la santé disent, eh ben, vous allez mettre à tous les morts le label Covid quand vous ne savez pas, et vous allez faire le PCR, et donc le maximum, en fait, ils cherchaient le maximum de cas Covid de décès. Et c'est pour ça qu'il y a une inflation statistique qu'il faut absolument analyser, où non seulement ils ont mis le nombre de cas PCR plus tous les faux positifs en cas, mais ils ont transformé les cas en malades, puisque ceux qui sont en bonne santé et qui avaient un Covid test, un PCR positif, étaient malades. Vous voyez l'arnaque? Donc en fait, on est en bonne santé, et non, c'est un malade qui s'ignore, et on nous fait croire que le malade s'ignore. Et la confusion que ça a créée entre les générations, cette affaire, c'était vraiment horrible. Parce que du coup, on est en bonne santé, mais non, on ne sait pas qu'on a un virus, qui est un méchant virus, et donc il faut mettre le masque, il faut mettre l'hydrogel, il faut mettre l'isolation. Ça s'appelle quarantaine dans le règlement sanitaire international, ça s'appelle une quarantaine, et la quarantaine c'est hautement régulé dans le règlement sanitaire international. On n'a jamais isolé des peuples entiers comme ils ont fait le lockdown. C'était contraire, ça c'était complètement contraire au règlement sanitaire international. Donc vous voyez que toutes les mesures, et le plexiglas, le gros virus invisible qui arrive, et c'est encore là. Alors moi quand je vois, je dis vous pouvez l'enlever là, c'est fini là, c'est fini. Non, ils le gardent par sécurité si jamais le virus revient, parce que tout à coup il va sauter de la boîte. Donc c'est terrible, la psychose ça a créé dans la population, et c'est pratiquement un traumatisme. C'est un traumatisme psychologique dont on doit guérir collectivement, et je demande à tout le monde, mais comment on peut guérir? Ah ben il faut créer un autre choc, il faut mettre des baffes, mais ça va pas. Voilà, donc vous vous rendez compte, la fraude, c'est quand même la fraude sur la santé. Vous êtes en mauvaise santé alors qu'on est des êtres incroyables. On arrive à se guérir nous-mêmes. Nos cellules se régénèrent tous les jours, et en particulier, comme par hasard, tout en haut du nez, ici, il y a les cils qui sont les plus régénérateurs parce qu'ils sont proches du cerveau. Et comme par hasard, ils ont mis le PCR tout au fond avec de l'hydrogel et des choses qui ne sont pas normales, qui n'ont jamais été validées. On ne sait même pas d'où vient ce coton-tige, etc. etc. Vous voyez comme dans l'urgence, la peur, les gens acceptent. Et on aurait pu être plus à dire non, mais bon, ils ont forcé avec le travail, avec des choses qui étaient vraiment un abus et une violation des droits de l'homme vraiment majeur. Voilà, enfin, ça, je vous l'ai déjà, donc je vous l'ai fait, et là, vous savez bien toutes les mesures qu'il y a fait. On a changé, on a fermé le sport, les salles de sport qui sont la santé, on a fermé les entreprises, les restaurants, tout, comme un coup de choc dans la population pour bien imprimer ce qu'ils veulent mettre en place avec l'OMS, parce que c'est exact. Déjà 45 minutes, non? Bon, bah, j'ai encore du temps. Mais ça, c'est un tableau tellement important que je vais vous le passer, et après, je vais vous montrer les preuves. Donc, la mesure aussi, les religions. Vous vous souvenez qu'on ne pouvait pas chanter à Noël parce qu'on pouvait passer les virus en chantant les chants de Noël. C'était quand même incroyable. Bon, alors, la peur d'un agent a permis un test clinique mondial, un essai clinique au niveau du monde entier, mais qui en fait est un vaccin expérimental qui n'a aucune validité. Et c'est pas seulement qu'il n'a aucune validité, vous voyez bien qu'il n'y avait pas, et que si c'est un mutant, il n'y a jamais eu de vaccin qui est sorti du SARS-CoV-1 et n'importe quel coronavirus, parce qu'il mute justement. Et ça, c'est des articles nombreux qui sont là. Et même en le disant, ben, les gens ne comprennent pas. Voilà, donc cette illégalité, non seulement c'est pas validé, ils ont signé des contrats avec les pays
en disant, et ça c'est André Berkoff, vous connaissez de Sud Radio, j'étais avec lui au Canada et il m'a dit, ils ont trouvé maintenant des textes de contrats entre les gouvernements et Pfizer qui donnent à Pfizer aucune responsabilité. C'est bon, vous pouvez aller vacciner et vous n'aurez aucune poursuite des effets secondaires. Donc il faut trouver ça pour tous les pays. Et quand vous trouverez les contrats qui sont biffés, mais ils existent, alors je pense qu'à la Commission européenne, il suffit de... D'ailleurs, je crois que c'est avec l'Union européenne d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est une chose vraiment grave, parce que dans la recherche, dans l'éthique, vous devez les conflits d'intérêts, et nous, dans le comité d'éthique de recherche, on n'acceptait jamais une recherche qui était avec une compagnie et qui dirigeait la recherche, la compagnie dirigeait, et ne déclarait pas le contenu, faisait payer l'objet de la recherche, c'est quand même un comble. Vous vous rendez compte, ils ont fait payer les vaccins et les PCR, mais les vaccins, alors que c'est de la recherche. Ça se fait jamais en recherche. Et alors le pire, et ça continue, et il faut être très conscient de ça, de dire non, c'est ce consentement, abus de pouvoir, abus de faiblesse chez les personnes âgées, chez les gens avec Alzheimer, chez les enfants, abus de pouvoir, abus de faiblesse, et consentement forcé et participation, ça c'est Virginie Desarreaux-Joréchat qui m'avait donné, participation à l'opération criminelle, parce qu'il y a des morts, et aujourd'hui il y a 50 000 morts à Eudra-Vigilance, avant il y en avait déjà 23 000, on arrête les recherches après 20 à 50 morts en essai clinique, avec 100 personnes, donc c'est vraiment très grave. Très grave. Donc moi, il y a des rapports, j'ai fait un rapport d'ailleurs déjà en septembre 2021 sur les méfaits de cette injection, en parlant des morts et des effets secondaires graves et des handicaps irréversibles. Ensuite, de l'éthique de la recherche qui a été violée complètement, jamais respectée, et puis du contenu. Et le contenu, on verra dans la dia. Ensuite, phase 2, contrôle total. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, ils veulent digitaliser le monde, les transhumains, au niveau biologique. Ils veulent le code QR, ils veulent vous contrôler, tout ça, et aussi le gouvernement de l'OMS. Donc on va y revenir, parce que ça c'est assez grand. Mais si vous voulez, l'injection contient de la technologie et de la nanotech. Il y a tellement de rapports dessus que personne ne peut nier. Ceux qui nient ça, c'est des personnes qui veulent garder le virus comme quelque chose de vrai. Et le vaccin comme une solution. C'est la logique pasteurienne. Et je le remarque vraiment dans les collègues qui me censurent. Et je dis, mais non, mais attendez, Arne Burkhardt l'a dit, plusieurs personnes l'ont dit. Comment vous pouvez nier? On doit tous travailler ensemble comme experts, comme on fait à l'OMS. Eh ben non, ils censurent et ils continuent à dire, non, il y a le virus, le méchant virus. Oui. Enfin, on peut en parler. Donc voilà, ça je vais passer pour vous illustrer. Vous voyez, ça c'est le règlement sanitaire international. Donc vous pouvez le trouver en plusieurs langues et vous pouvez voir dans tous les documents, ceux qui s'intéressent, tout ce qui est sur les droits humains, ne pas empêcher quelqu'un de voyager, ne pas lui fouiller les bagages, ne pas obliger quelqu'un à être isolé sans raison justifiée, etc. C'était tout à l'intérieur. Donc c'est évident que moi ça m'a choqué rapidement parce que c'était tout le contraire de ce qu'on enseignait. Et vous voyez, au début c'était juste la peste, le choléra et la fièvre jaune en 69. Il y avait déjà un règlement sanitaire pour le commerce, parce que ça vient des accords d'Istanbul et de Paris. Et ensuite, il y a eu ce règlement sanitaire en 2005, qui a pris force en 2008, et qu'on a enseigné. Et puis, dans cette annexe, il y a une annexe qui vous donne un algorithme que vous devez remplir, et qui est très simple à faire si vous pensez que c'est quelque chose. Vous regardez quel agent c'est, et puis ensuite, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est inhabituel? C'est grave, non, parce qu'il n'y a pas eu plus de morts en 2020 que les autres années. Vous pouvez regarder tous les rapports de chaque épidémiologue en Europe. Professeur Toubiana à Luxembourg, je sais qu'Amar a aussi des rapports qui sont importants en démographie, et professeur Ioannidis, qui est l'expert numéro 1 en démographie, il a analysé, il a fait 3 articles énormes que vous pouvez retrouver, John Ioannidis, professeur à Stanford University, et qui a fait le rapport déjà en automne 2020, et en janvier 2021, il publie dans le bulletin de l'OMS, qui est un WHO bulletin qu'on utilisait beaucoup à l'OMS, il publie et il dit pas plus de décès en 2020 que les autres années. Et l'OMS publie ça.
Non, mais parce qu'ils doivent le dire, l'histoire du consentement, ils doivent le dire. Et vous consentez, ah ben vous êtes d'accord. Mais voilà, donc on sait. Et cet algorithme, il dit est-ce que c'était grave? Non. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de le notifier. C'est pas sérieux, c'est pas grave, ça passe les frontières, oui, mais c'est pas le même, c'est mutant. Ensuite, est-ce que ça atteint le commerce et les voyages? Dans ce cas, oui, mais normalement pas. Vous voyez? Donc c'est un algorithme, on faisait des exercices avec les pays membres et puis on faisait avec les bureaux régionaux. Voilà, contrôle des frontières, à chaque frontière, il faut toujours évaluer, tout était très bien fait, comme une petite horloge, quoi, c'était bien. Voilà, donc juste pour rapidement, le règlement sanitaire est un instrument juridique international qui force obligatoire pour 194 pays, 194, et notamment pour l'ensemble des États membres de l'OMS. Et en principe, le but était noble, c'était d'aider la communauté pour la sécurité intérieure à éviter que quelque chose de chimique, radionucléaire. Moi, j'étends le problème parce que c'est pas qu'un virus. Hein. Ça peut être des parasites, ça peut être des cargos qui arrivent infectés. C'est souvent par les ports. Le port peut être terre, mer, air. Vous voyez, donc c'est comme militaire, quoi. Donc voilà, donc les frontières peuvent être terriennes, les fleuves, les ports. En Indonésie, il y a je ne sais pas combien d'îles, il y en a des milliers. Donc effectivement, que le règlement sanitaire international ne va pas s'appliquer la même chose en Indonésie que dans les Alpes suisses ou au Luxembourg. Hein. D'accord. Le Luxembourg, c'est un très bon exemple, par exemple. Voilà. Donc c'est un instrument de sécurité de santé, mais que chaque pays le fait et l'applique comme il veut. Et tous les exercices étaient faits pour que chaque pays prenne ses ressources et l'applique comme il veut. On ne va pas gérer le Luxembourg comme la Russie. Non. Alors... Voilà, donc ici, ça c'est la courbe typique des pandémies. Et donc on prend les cas et le plus vite on réagit, le plus vite on peut répondre. Donc alerte, réponse. Mais pas préparation, puis commencer à arrêter les gens ici, c'est ce qu'ils sont en train de faire dans le plan des traités, des pandémies, c'est de dire non, mais on sait que ça va arriver, donc on va vous prendre des mesures déjà avant. J'assure, c'est vraiment kafkaïen. Donc voilà, puis dès qu'on l'arrête, et avec le coronavirus, le premier, ben, ça a été très, très facile de le faire. Vous voyez, puis il faut notifier 24 heures, et il y a des systèmes de General Information in Public Health, il y a des systèmes globaux d'information, des systèmes sur la santé, qui sont rassemblés à l'OMS, et il y a une équipe, et ça se faisait très systématiquement. On avait les chiffres le matin, le chiffre le lendemain, mais rien eu de tout ça. Absolument rien. Et ça, c'est le cours qu'on donnait. Voilà, ça c'est le cours avec tout, de la communication à l'analyse, la collecte des données. On a enseigné ça au ministère de Santé et puis au centre d'épidémiologie et les bureaux régionaux pendant 3 ans. Et après, Bill Gates est arrivé et il nous a cassé le cours. Parce que Bill Gates était responsable du plan global de vaccination. Je l'ai appris après, de 2012 à 2020. Voilà, et ça c'est l'article que vous pouvez retrouver où j'analyse la différence entre SRAS-CoV-1 et SRAS-CoV-2. Et donc, SRAS-CoV-1 a tué... attendez. Alors, SRAS-CoV-1 était beaucoup plus normal comme il a été présenté. Même si je commence à avoir des doutes aujourd'hui que ce n'était pas un training, je me demande. Et donc, il a couvert 24 pays en 8 mois. Il a fait à peu près 700 décès et 8000 malades. Dans ces 24 pays, 26 pays. Et c'est tout. Et ça s'est arrêté. On n'a pas déclaré de pandémie. Gro Harlem Brundtland a dit voilà, c'est terminé. Et c'était terminé. Et c'est de là que j'ai tiré toutes les... Ça a été publié en mai 2020. Déjà là, j'ai vu l'arnaque et j'ai commencé à publier, puis comparer, on compare. Bon, là, c'est encore une autre preuve que quelque chose ne joue pas. Voilà, ce qui ne joue pas non plus, c'est qu'ils ont changé les définitions de pandémie et quand on était à l'Europe, ils disaient non, il ne faut pas utiliser pandémie parce que sinon, comme le Tamiflu avec le H1N1, Tadjikistan avait acheté, je ne sais pas, des millions de doses et tout à coup, il n'y avait plus de pandémie. Luxembourg aussi. Hein. Ah, eh ben, alors le Luxembourg ne l'a pas fait, mais le Tadjikistan a voulu mettre un procès sur le dos de l'OMS et leur dire c'est votre faute parce que vous avez annoncé une pandémie. Nous, on paye. On a de l'argent.
Voilà pour vous dire qu'il y avait un problème juridique de responsabilité de la tête de l'OMS, et donc ils ont eu peur, ils ont dit on n'utilise pas le mot pandémie en 2013. Vous voyez, mais il y a cette définition, puis il y a plusieurs définitions qui ont changé, mais l'autre que vous connaissez, c'est l'immunité. Avant, il y a l'immunité naturelle et l'immunité acquise par un vaccin ou autre chose. Bon, eh bien, ils ont dit la seule immunité, c'est le vaccin. Ils l'ont dit, le Tedros, là, Ghebreyesus, le directeur général qui s'est auto-élu avec Bill Gates, on peut dire, la dernière assemblée générale, parce que son pays n'était pas d'accord du tout de le réélire, je dis ça en passant, eh ben, Tedros a dit que la seule immunité, c'est le vaccin. Donc vous voyez là, le terrain préparé, encore une fois, un mensonge sur la science. Et ça, c'est le graphique de Raoult qui dit la pandémie, la situation c'était en septembre, et les décès correspondent aux tests PCR, et il prouvait qu'en fait c'était plus une pandémie de tests que des décès, ça suit une courbe naturelle, l'épicurve que je vous ai montré avant, et il a dit il n'y a plus de deuxième vague. Professeur Raoult, j'ai montré ce diapo aux parlementaires, ils n'ont pas bronché. Ils ont même essayé de me faire arrêter de parler déjà en octobre 2020. Ça, c'est le genre de gouvernance, c'était très bien fait. C'était, bon, il y a un renseignement épidémique qui fait partie de ces systèmes. Vous vérifiez plusieurs fois, évaluez le risque, stratégie, riposte, etc. Et puis, vous appliquez toute la société dans une coordination. Ce n'est pas juste Tedros et le gouvernement qui décide, c'est aussi la mobilisation sociale, la logistique de sécurité, etc. Et quand il y a un décès, eh ben, il y a aussi surtout dans certains pays, tous les funérailles, là, voilà, l'équipe prise en charge des cas et des funérailles, contrôle l'infection, on avait tout un programme. Mais là, il n'y avait plus de programme, il n'y a pas d'autopsie, les autopsies ont été interdites, ce qui est du inédit dans n'importe quoi, parce que quand vous regardez les films CSI et Agatha Christie, c'est l'autopsie qui confirme la cause. Eh ben, ils ont fait un crime parfait. Il n'y a pas d'autopsie et ils ont brûlé les personnes sans leur consentement, sans le consentement de la famille. Il y a plusieurs témoignages. Donc il y a eu une opération terrible sur la mort et sur l'arrêt de la mort familiale. Et il promeut l'euthanasie active. J'étais témoin de ça à l'OMS quand on a fait la journée internationale des personnes âgées avec le groupe jusqu'en 2017. Et je modérais et tout à coup ils ont montré un film qui faisait la promotion de l'euthanasie active avec un docteur Sobel qui est suisse. J'ai dit là je ne peux pas accepter, je ne peux pas, c'était à l'OMS. J'ai dit vous prenez un cas qui n'a jamais été validé par la communauté éthique, scientifique, et vous ne pouvez pas faire la promotion de l'éthique de l'euthanasie active. Maintenant je comprends parce qu'ils le font partout, comme les LGBTQXYZ, drag queen. Voilà, ça c'est pour ceux qui s'intéressent, c'est le casebook sur le recherche guideline que j'ai fait avec l'OMS et financé avec l'Université de Genève. Et donc vous voyez bien que le consentement informé volontaire signé était indispensable dans les recherches de l'OMS. Et la confidentialité et la protection des données, comme le GDPR qui est un instrument formidable européen mais pas appliqué, pas du tout respecté, le General Data Protection Regulation, eh ben ça, c'est les plus importants et ça a été vraiment violé. Le restaurant savait votre statut vaccinal. En plus, il savait quel médecin vous avez vu et combien de fois vous avez été vacciné avec quoi. Parce que j'ai été demandé. Et ça, c'est même personne ne devrait être au courant de votre statut vaccinal. C'est une donnée privée, médicale. Encore une chose qui est vraiment grave. Voilà, et l'autre chose qu'ils ont fait de très grave, c'est la communication de la peur, parce qu'on enseignait de ne pas faire peur. Cette slide, on l'utilisait pour montrer le contre-exemple. Il ne faut surtout pas faire peur. C'était la grippe aviaire, et dans les marchés en Égypte, ils avaient beaucoup de poules, et donc ils faisaient peur avec des personnes qui tenaient des poulets qui criaient dans la presse. Et donc, il n'y a plus personne qui est allé au marché et plus personne n'a acheté. Et donc, l'effet comme... Et donc, on montrait... Voilà, c'est ça, oui. On montrait ce qu'il ne fallait pas faire. Et ils ont fait exactement ça. Alors, dites-moi pas que ce n'est pas fait exprès, quand même. Donc, le management, en fait, dans un système de santé, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, il y a une chaîne de commandes.
il y a une chaîne de commande de la communauté, du haut, de la référence, donc là c'était l'OMS. Ce que disait l'OMS et Tedros Ghebreyesus était comme la parole d'évangile pour les pays, et ils ont appliqué à la lettre ce que Fauci a aussi reçu dans son email 1233 le 16 et 17 mars 2020. Ils ont appliqué à la lettre l'annonce du lockdown et de toutes les mesures, les mêmes dans tous les pays. Et c'est là où le gouvernement, on se demande vraiment si c'est un gouvernement, parce que comment on peut obéir à l'OMS quand il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut obéir à l'OMS? Donc moi je me retrouve dans des procès en Norvège par exemple, où les juges, ils disent non, alors l'infirmière s'est fait virer de l'hôpital, ou un professeur de l'école. Ils disent non, c'est pas nous, pas nous. C'est la direction de la santé publique. On va à la direction de santé publique, on le fait venir dans le tribunal. Ils disent non, c'est pas nous. Nous on a obéi au ministère de la santé. Ministère de la santé représentant, venez ici, ou du travail. Ah mais non, nous on obéit à l'OMS. Les gouvernements ont dit on obéit à l'OMS. Donc il y a un contrat tacite quelque part qui ne joue pas du tout. Voilà. Donc vous voyez que ça va de haut au régional, au district, au subdistrict. Et ça, ils le savent, ils ont fait un organigramme dont McKinsey, Deloitte, on le sait maintenant. McKinsey a reçu des millions de l'OMS. On a les contrats, on voit bien. Pas moi. Voilà, donc en fait, l'alerte et la réponse, rapidement, l'analyse des causalités. C'est ça, quand on fait l'analyse de l'agent. Maintenant, on va du biologique. On fait l'agent. On regarde toutes les possibilités de causalité des décès, pas seulement un virus. Donc il y a des conséquences des asthmes naturels, des maladies infectieuses, ça peut être virus, pas isolé, donc parasites. Et d'ailleurs il y a des parasites justement dans cette histoire, des bactéries et du non biologique qui peut créer des infections. Le non biologique peut créer des infections. Si vous avez un métal ou si vous avez de l'air ambiant qui est pas bon, vous pouvez avoir une infection, des allergies, des choses comme ça. Bon, et puis la nourriture, ça c'est Infosan qui s'en occupe à l'OMS. Le chimique, il y a un expert et une unité qu'on invitait à parler qui est à l'OMS. Le radionucléaire, et ça c'est vraiment une aberration, c'est des radiations, et c'est là où on se demande si la 5G n'est pas là-bas, c'est l'agence internationale atomique, d'énergie atomique qui s'en occupe. Et quand il y a eu Fukushima, l'OMS n'a pas pu rentrer parce que c'était un Japonais qui était à la tête de l'agence atomique. Et il a dit non, l'OMS n'a rien à voir là-dedans, c'est cette agence qui s'occupe même des PCR. Donc il y a un mystère ici, dans l'investigation que vous pouvez tous faire. Est-ce qu'il y a de la radiation? Est-ce que l'oxyde de graphène appartient au radionucléaire? Le PCR y appartient? Il y a quelque chose de mystérieux. Il y en a qui disent qu'il y a eu du césium, qu'il y a du polonium, qu'il y a des choses radioactives dans certains des fioles et dans les PCA. Donc moi je ne sais pas tout, mais ce que je suis sûre c'est qu'il y a eu beaucoup de lots qui ont eu d'autres choses, et on va en parler un petit peu. Alors les produits aussi peuvent vous créer des maladies et des choses délibérées accidentelles. Voilà. Alors pour résumer, ici qu'est-ce qui se passe à l'OMS? C'est que l'OMS, il y a eu cette phase 1, pendant toute la phase 1, il y a 2 documents qu'ils ont produits qui m'ont mis l'alerte. Un, c'était document digital des certificats de statut vaccinal, qui était déjà là en août 2021, et qui aujourd'hui rentre en force dans l'Assemblée mondiale, la santé, ils en ont parlé, alors que c'est déjà là. C'est devant le nez de tout le monde, et je le dis depuis le début. Et c'est pas seulement ça, il y a aussi télémédecine, comment implanter la télémédecine, comment déployer les choses digitales. Donc c'est beaucoup de choses, c'est pas seulement le vaccin. Donc ça c'est une chose, ils veulent faire de la technologie un outil de contrôle, de management. La deuxième document, c'est le Human Genome Editing. Ils ont produit 3 ou 4 documents, mais il y en a plus, sur comment éditer le génome pour le gouvernement et pour les scientifiques. Et donc, vous voyez qu'on voit où ils veulent aller, et ils veulent collecter les données. Et dans le plan de pandémie, de traité, il y a tout un paragraphe qu'ils ont ajouté, c'est collecter les données de génome. Ils sont obsédés par la collection de notre génome. Donc on pourra en parler de ça aussi.
Et puis, ils ont fait un atlas des nouvelles technologies, bon, je pense médicales, en 2022. Et puis, l'intelligence artificielle et solutions pour la santé mentale en 2023. Donc, vous voyez bien que ça se dirige vers quelque chose de très technologique qui n'était pas du tout là avant. Encore 5 minutes, et puis après, je vais arriver à faire. Ça, c'est l'analyse de ce qu'il y a dans les fioles qui a pu créer autant de problèmes dans la population. Je vous fais le résumé de où on en est dans les débats scientifiques aujourd'hui. Et il y a vraiment deux voies. Il y a celle qui est pasteurienne, que tout est biologique, et que c'est un virus qui est un mRNA virus et qui crée des spike protéines partout dans le corps, ce qui n'est pas normal d'ailleurs. Et voilà, donc ça, c'en est une où la technologie, ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a l'autre voie, c'est celle de la non-biologique, qui est de plus en plus prouvée, puisque Dr David Martin, qui a eu les brevets de tout ça, a dit que tout est synthétique. Il a dit devant Rainer Fulmich, donc si tout est synthétique, même ça, c'est du mRNA synthétique, artificiel. Il faut mettre un petit i ou un petit truc avant, parce que sinon on confond tout, puis on ne sait pas de quoi on parle. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que pour que ce soit biologique, il faut du nitrogène et du phosphore. Or, de nombreux chercheurs dans l'Amérique latine, au Canada, ont prouvé que dans les fioles, il n'y a ni nitrogène ni phosphore, donc tout est synthétique, tout est artificiel, tout est chimérique, tout est une reproduction chimique, pas chimique, artificielle de ce qu'il y a dedans. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a une identité, ça a été prouvé beaucoup. Il y a une identité, vous pouvez voir avec plusieurs applications numériques. On ne comprend pas si c'est le même vaccin ou pas. Ensuite, il y a des chimiques toxiques, des métaux. Arne Burkhardt avait trouvé en septembre 2020, devant les avocats, il avait fait un procès, il a dit voilà ce qu'on a trouvé avec le professeur Languet. On a trouvé du nickel et du chrome. On a trouvé le parasite, je ne me souviens plus le nom, il y a 3 parasites qui ressortent toujours. Ensuite, il a confirmé l'oxyde de graphène que le professeur Campra avait trouvé en mai, plus un autre, on avait aussi trouvé. L'oxyde de graphène en grande, qui n'a rien à voir là-dedans, des nanobots, et puis ils ont aussi trouvé des RFID, donc il a dit, je suspecte, il faudrait aller plus loin. Et donc, à mesure qu'on voit, il y a 17 microscopes différents, donc il y a toute une méthodologie, et ceux qui critiquent, il faut qu'ils nous montrent leur méthodologie, parce qu'il y a un problème de méthodologie, puisque c'est des microscopes à Raman, des microscopes à live blood cell, il y a des choses étonnantes. Avec le microscope live blood cell, on trouve que quand le sang est mort, les nanocircuits se mettent ensemble quand même quand on allume une 5G. Allez, ou 3G, allez me dire qu'est-ce que c'est ça? Et donc c'est là où ils en sont, les groupes où je suis, qui essayent de trouver la logique de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Voilà, en tout cas, voilà où ça, c'est le plan global d'action que Bill Gates dirigeait depuis 2012 jusqu'à 2020, et maintenant c'est très clair qu'il dirige beaucoup plus que juste un plan global, puisque c'est lui qui finance, si vous ajoutez son financement et celui de Bill Melinda Gates, il finance pratiquement toutes les universités et académies, en tout cas en Suisse, partout, vous pouvez toujours voir le financier des vaccins. Il finance l'OMS, plus que tous les pays, si vous mettez les deux agences ensemble. Il est vraiment à la tête aussi de toutes les actions. Donc la Banque mondiale a mis des actions, là encore Amar m'a montré en 2017, mais en 2005, l'OMS, la Banque mondiale et Gavi ont signé des accords d'immunisation totale de la population avec les pays européens qui ont financé, dont l'Italie, le CEPI ça s'appelle. Et donc, ils ont créé ce qui s'appelle le IFFIM, International Finance Facility for Immunization, pour vacciner. C'est Goldman Sachs qui a eu la bonne idée. Et donc, ils se font de l'argent sur les vaccins, qui devrait être une expérimentation gratuite, puisque dans une recherche, on ne fait jamais payer un sujet de recherche. On le dédommage. Et donc vous voyez bien que là, en tout cas, c'est une grosse arnaque. Là, d'ailleurs, il a un grand bâtiment à Genève où il a tous les vaccins, tous les thérapeutiques, tous les traitements et les diagnostics. Et vous avez un étage à un trident, genre de 3
3 armes, on ne peut pas prendre des photos, on ne peut pas faire, c'est comme une banque, vous ne pouvez pas rentrer. C'est en face de l'Intercontinental. Donc, vous pouvez aller voir. Hein. Voilà, donc les réponses politiques, vous le savez déjà, mais je vais aller vite. Il y a 2 choses qui arrivent, c'est la modification du texte du règlement sanitaire international, plus un nouveau traité pandémique. Et ils utilisent quoi? La Constitution pour faire passer ces 2 textes. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est l'article 19 à 22 qu'il faut regarder. Et l'article 19 dit qu'à 2/3 des votes, l'Assemblée générale peut adopter à l'unanimité n'importe quoi. C'est comme ça qu'ils ont fait pour le règlement sanitaire international. Ça veut dire que si vous êtes des pays et que 2/3 des pays sont d'accord, tous les pays vont être d'accord. Et ça, c'est pas démocratique, vous êtes d'accord? On va pas, le petit Luxembourg et la petite Suisse vont pas être d'accord si ça va totalement contre les constitutions normalement. Non, mais nous on vote pour. Oui. Non, mais je sais, vous avez déjà voté pour, mais c'est pas la Suisse aussi. Mais on résiste. Et à l'intérieur, l'article 21, c'est exactement ce que je vous ai décrit qui est arrivé depuis 2020. C'est là, toute la nomenclature, la définition, ils ont changé les standards, ils peuvent décider du labeling, ils peuvent décider de tout. C'est déjà fait, c'est comme s'ils nous ont fait la programmation prédictive du traité qui est en train d'être mis sur pied. C'est comme ça que je l'analyse. Voilà, donc en fait, voilà, ça c'est, si vous voulez, il n'y a pas de droit humain, les pays n'ont aucune souveraineté, c'est une constitution pour le monde entier, une santé, la santé pour tous, un gouvernement, ils le disent. En plus, comme je vous ai dit, ils standardisent tout et qu'il va y arriver un Omicron XYZ dans le monde entier en même temps, puisque les communications, Internet, c'est partout la même chose, en 1 minute on a fait le tour du monde. Hein. Donc ça va être Internet virus, schlack. Bill Gates il est expert là-dedans, donc ça va bien. C'est Real Time Alert and Response. Et c'est l'informatique qui a tout changé, en fait, notre mental, et on doit résister à cette affaire quand même. La standardisation régionale partout, et c'est eux qui s'occupent des urgences. Une média, il y a déjà McKinsey qui travaille pour l'OMS, qui fait ses PV, qui fait son plan. Donc qui est derrière McKinsey, il faut chercher. Et donc ils ont ouvert leur partenariat à tout le secteur privé que eux choisissent. Et il y a des gens que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, on n'avait jamais vu ça. Donc c'est une centralisation du pouvoir de l'OMS. Voilà. Donc je crois que c'est une des dernières slides. Voilà. Voilà, donc voilà. Ah oui, bah ça c'est la date. Ça va être adopté en mai 2024. Je le dis toujours, c'est pas déjà adopté. C'est simplement un processus lent qui a toujours été à l'OMS et à l'ONU. C'est un processus, on annonce ce qu'on va faire, on va le faire. Et en mai 2024, l'Assemblée mondiale de la santé adopte à main levée, je ne sais pas ce qu'il faut faire là, mais ils ont déjà leur nouveau traité qui s'appelle CA+. Moi je pense que ce sera une convention, parce que les conventions ça passe beaucoup mieux qu'un traité qui légalement doit être signé. Et ce sera sous la Constitution, l'article 19. Et voilà. Et le tour est joué. Et comme ça, ils ont enfermé le monde entier dans leur dictature de ce qu'on a déjà vécu. Mais beaucoup plus fort. Et voilà où on va. Et donc, il y a un défi, il y a des solutions. On peut les trouver ensemble. Mais vous voyez, ce n'est pas le Great Reset, c'est the Great Awakening. C'est vraiment... on doit tous devenir de nouveaux souverains. Voilà, je vous remercie. C'était un peu long, mais voilà.